Docteur Gilbert. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est la première case où j'ai vécu en arrivant à Brazzaville en 1966. C'est là que j'ai passé la première nuit. C'est là que j'ai eu mon premier orage c'était la saison des pluies, c'était en décembre. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillé, le toit de la case qui était là, il avait sauté. Et je me suis dit, si c'est tous les soirs comme ça, ça va pas être triste ici. Je connaissais pas l'Afrique, j'étais jamais venu. On venait de me nommer responsable de la formation des personnels de santé pour toute la région africaine. Je savais rien de l'Afrique. Autrement dit, c'est ici que beaucoup de choses ont commencé. C'est ici qu'en ce qui me concerne, ma rééducation, mon éducation, ma seconde éducation a commencé. Et elle a commencé comment? Elle a commencé, on m'a confié, le premier dossier, c'était le dossier de la création du centre de la faculté de médecine et de pharmacie du Cameroun. Et deux experts, un français et un anglais, étaient venus, avaient fait un document préparatoire pour la création de cette faculté. On m'a confié ce premier dossier pour que je me fasse les dents dessus. Et quand j'ai lu le dossier, j'ai trouvé des ressemblances avec quelque chose que je connaissais bien. Et ce que je connaissais bien, c'était un document auquel j'avais participé, qui était la réforme de l'étude médicale, la réforme Debré de 1959-1960. Et à ce moment-là, j'ai vu passer sous mes fenêtres une africaine avec une bassine sur la tête, avec plein de fruits, un enfant dans le dos, un enfant dans le ventre, les pieds nus, et puis je me disais, il fait chaud, et puis je me disais, mais en quoi est-ce que ce programme qu'on avait préparé pour la banlieue parisienne ou les habitants de Poitiers ou de Carpentras peut répondre aux besoins de cette femme? Et c'est à ce moment-là que je crois, pour la première fois, m'est venue à l'esprit la notion de pertinence, sans que je connaisse le mot. Le mot n'est pas venu. Mais je me suis dit, ça ne correspond pas aux besoins de cette femme. Et je suis allé voir le directeur, et puis je lui ai dit, je lui ai expliqué ça. Et c'était le docteur Kenom. Il avait, lui, cette connaissance forcément profonde de l'Afrique, et j'ai eu la chance qu'il me donne le feu vert, et on a fait démarrer autre chose. Au fond, vous n'êtes pas parti d'une théorie, vous êtes parti d'une analyse critique d'une réalité qui présentait deux visages. Une réalité d'une part qui présentait des textes, tout un programme conçu à l'extérieur, et puis la réalité locale qui était cette femme. Et c'est par le rapprochement de ces deux réalités qu'une question a germé dans vous. Exactement, cette femme était le prototype d'une situation typiquement africaine, d'une femme qui cherchait à survivre en faisant son petit commerce, qui marchait pieds nus dans la poussière et qui avait un enfant tout jeune, et elle en avait déjà un autre. Et ça, c'était pas le type de problème auquel j'avais été confronté antérieurement, et je pensais qu'il était indispensable de nous adapter au problème, de trouver la solution de ce problème et d'avoir ce qu'on a appelé l'orientation vers les besoins des populations. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en France, quand on avait fait la réforme, on s'était jamais posé la question de tenir à la base les besoins de santé de la population française. On était parti, comme en 14, avec un programme des études où, pour des raisons politiques, il fallait améliorer la qualité scientifique en France de la médecine à une époque où les Américains avaient plus de prix Nobel que nous. Et Debré a dit il faut qu'on ait des prix Nobel, et il n'y a pas assez de pensée scientifique. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des sciences fondamentales, les étudiants ne sont plus allés à l'hôpital, et on a fait en fait une régression à ce moment-là, mais j'ai mis des années pour m'en apercevoir. Au fond, en repassant ici, c'est comme dans la spirale de l'éducation, vous avez fait un tour, et en même temps, vous revenez au même endroit, mais vous avez progressé entre-temps. Vous vous êtes déplacé dans l'autre dimension. Et peut-être on va voir un peu plus loin, finalement, le chemin parcouru pour revenir ici. C'était pas un cercle, c'était une spirale. Ça veut dire qu'on n'est pas revenu au même endroit. On a été au-dessus, et on a cherché à continuer de progresser. C'est la différence entre le cercle qui existait avant et la spirale que Fulop a créée vers les années 70, 70. Il a dit on revient jamais au même point.
ou bien on régresse, ou bien on monte, et nous on cherchait à monter. Bien. Tu vois 40 km/h. Alors, bon, le premier projet donc, auquel vous avez été associé, c'est ce projet pour un établissement au Cameroun. Alors, comment ça a Comment le premier projet auquel vous avez été associé, c'est le projet d'un établissement de formation pour le personnel de santé au Cameroun dans les années 67. Bien. Alors, ce projet, comment est-ce que vous l'avez mené, comment vous avez été mêlé à ça et comment est-ce qu'il a avancé? Bon, comme je l'ai dit, on a été mêlé en ce sens que j'ai vu un pré-rapport. Le pré-rapport nous a paru néocolonial et grâce à cette femme qui est comme le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'est la femme inconnue africaine, elle doit être encore vivante, je l'espère, elle a peut-être 60 ans à peu près, et j'ai dit, il faut aller voir un peu plus sur place et reprendre les éléments essentiels de la vie camerounaise, quels sont les problèmes prioritaires de santé du Cameroun, compte tenu des ressources, comment on pourrait construire quelque chose qui réponde à ces besoins. Ça a été fait en collaboration avec le gouvernement camerounais. Les choses aidant un petit peu, il se trouvait que le ministre de la Santé était un collègue de faculté qui avait été avec moi comme étudiant en médecine, Jean-Claude Appy, on s'est retrouvés. Et il a tout de suite été dans cette direction qui nécessitait tout de même accepter une certaine ouverture d'esprit. On allait sortir du carcan des facultés françaises, facultés de médecine et de pharmacie, et on est arrivé à ce qui s'est appelé Centre universitaire des sciences de la santé. Pour la première fois, en Afrique, apparaissait le mot santé dans le nom d'une faculté de médecine. Je dis seulement en Afrique, puisque on avait pris un exemple sur ce qui s'était passé à Brasilia, au Brésil, et c'est grâce à 2 Brésiliens que nous avons fait venir, un Canadien pour faire francophone et sérieux, et puis l'équipe du bureau. Et puis on a, à partir des points prioritaires, on a construit ça sur la base de ce qu'à l'époque on connaissait dans le domaine de la pédagogie médicale, et ça s'appelait l'enseignement intégré. Appuie encore le micro. Il y a un problème? Même pas la présence. Alors l'enseignement intégré, ça a été presque le point de passage obligé pour tous ceux qui, dans les années 60, étaient insatisfaits de l'enseignement traditionnel. Et il en reste d'ailleurs encore dans certains établissements des traces, dans la mesure où on se dit qu'il suffit de mettre quelques spécialistes différents ensemble dans la même salle, sous forme de table ronde, pour que les étudiants vont absolument, ça va changer complètement leur approche. Alors l'enseignement intégré, quid de l'enseignement intégré? Eh bien exactement, l'enseignement intégré, ça nous paraissait un progrès dans la mesure où l'enseignement du système vraiment traditionnel, c'était de l'enseignement désintégré ou pas du tout intégré. Chaque enseignant dans chaque discipline faisait son petit scénario et puis c'était aux étudiants de se débrouiller. Alors, certains ont pensé, ce serait quand même mieux que les profs se mettent d'accord et présentent quelque chose qui a déjà une certaine cohérence interne. Et ça a paru être un progrès. Et ça a été mis en œuvre dès les années 52 à la fin des années 60, début des années 70. Ça a été mis surtout en opération aux États-Unis. Et puis, quand on a cherché à voir comment ça fonctionnait, plus j'allais visiter les universités où cela avait lieu, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les étudiants pour qui on avait mis des lieux de travail où ils pouvaient trouver leurs livres, les professeurs venaient les rencontrer dans ces lieux de travail. C'était pas les étudiants qui y allaient. Mais les étudiants n'étaient pas là. Les étudiants, il n'y avait pas la participation qu'on aurait pu supposer. Bon, je résume. On n'avait pas réalisé à l'époque que l'enseignement intégré, par définition, ne pouvait pas fonctionner dans la mesure où il s'était centré sur l'enseignement. On n'était pas encore rentré dans les notions de Rogers, de freedom to learn, l'étudiant doit être dans une situation active si on veut que l'apprentissage soit efficace. Il doit en plus devenir l'architecte de sa propre formation. Ces notions-là sont apparues. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit il y a un problème, il a fallu chercher ailleurs.
Et on en est arrivé maintenant à la notion que j'appelle un apprentissage intégrant. C'est-à-dire que la méthode d'apprentissage doit permettre par elle-même, elle a la qualité d'aider l'étudiant à faire l'intégration nécessaire en allant chercher les connaissances, les renseignements, les données dont il a ou elle a besoin pour résoudre des problèmes qu'ils connaissent parce qu'ils sont des professionnels de la santé qui font de la formation continue ou à qui on donne l'occasion de les identifier quand ce sont dans des formations de base et que à ce moment-là, il faut dès le début envoyer les étudiants sur le terrain guidés par les enseignants pour faire eux-mêmes une analyse de situation. Et au lieu d'apprendre l'anatomie du cadavre, la physiologie de l'individu, ils apprennent l'anatomie et la physiologie d'un groupe de population dont qu'ils vont devoir servir dans les années qui suivent. C'est ça la différence fondamentale. Non, au début, il devait penser au début, il me prenait pour un type sortant de l'Amérique, il m'a dit ici c'est l'Afrique, les histoires américaines c'est pas sérieux. Bon, je pouvais pas répliquer de toute façon, c'était pas le genre de personne avec lequel on répliquait. On a appris à travailler ensemble et pour moi ça a été le maître fondamental de tout mon changement. C'était un personnage exigeant, travailleur, organisé, qui n'acceptait pas la médiocrité, alors fallait sérieusement s'accrocher pour pouvoir répondre à la qualité qu'il exigeait. Et ça, c'était une école. Ça force à travailler sérieusement. Alors, attends, Baratin Fitier, c'est là. C'est là ma baraque, c'est là ma maison. Après la case du début, quand je me suis marié à la mairie de Brazzaville, le directeur régional m'a comme un bon Africain, s'est dit il va avoir des enfants, il faut que je lui donne une classe plus grande. Et à ce moment-là, j'ai été autorisé à vivre dans celle qui est maintenant celle du docteur Baratin Fitier, et qui était, vous le voyez, une belle différence par rapport à celle où je suis arrivé. Et j'ai passé là les 3 dernières années de mon séjour à Brazzaville dans un cadre agréable, dans un luxe qui ne correspondait pas malheureusement pour les Africains à la vie des Africains. Là on était séparés, on était dans un de la réalité. Et ceci compliquait un peu notre travail. Mais d'un autre côté, si on avait été obligé de vivre dans la situation africaine de tous les jours, peut-être que non plus c'était pas une solution possible. Alors, non seulement vous étiez coupé de la réalité, c'est-à-dire que vous ne viviez pas en quartier africain, mais au fond, vis-à-vis je dirais, des institutions auxquelles vous pensiez, est-ce que vous étiez affronté aux réalités des institutions de formation en Afrique, parce que est-ce que ce projet existait déjà, le fameux CUS de Yaoundé que vous étiez en train de penser, est-ce que c'était une institution à transformer ou bien une institution à créer, et est-ce que vous aviez à l'époque au fond des antennes qui vous permettent de savoir ce que c'était que les problèmes quotidiens de gestion des établissements de santé en Afrique? Le centre universitaire des sciences de la santé de Yaoundé, c'est le même nom que celui de Brasilia. À Brasilia, ils avaient essuyé les plâtres. Donc on avait là une sorte de prototype. La réalité africaine, je la vivais pas dans ma case, mais je la vivais 80% de mon temps. Moi, j'étais sur les routes à aller du nord au sud de l'Afrique, découvrir l'énormité de ce continent, sa diversité, accepter qu'il y a autant de différences entre un type de Lusaka et un Sénégalais qu'entre un Suédois et un Portugais, ce qui est difficile pour un Européen qui connaissait pas du tout la situation. Donc, à chaque cas, j'ai été obligé d'accepter, on est là dans des situations différentes. À une époque où l'idée de la médecine internationale était très répandue. Et là, il y a une contradiction entre cette notion-là. Les médecins, un médecin, c'est un médecin. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'OMS a commencé à s'intéresser à ça, c'est qu'il y a eu, si ma mémoire est bonne, une demande de la part de médecins, en particulier de l'Inde ou d'autres pays, que toute école de médecine et toute faculté de médecine soit reconnue pour pouvoir faciliter en particulier entre guillemets les échanges. Alors,
ça, l'OMS a lutté contre ça dans la mesure où on a dit une école est reconnue par le pays dans lequel elle est située, et à partir du moment où elle est reconnue sur le plan national, nous la listons dans la liste des facultés de médecine. C'est tout. Il n'y a pas de reconnaissance de l'OMS. Néanmoins, au sein du bureau régional, l'idée c'était, dans chaque cas, s'il y a des diversités, il va falloir que les étudiants soient confrontés avec ces diversités, et c'était finalement au niveau de l'étudiant que l'identification des problèmes se faisait. Et ça a été la notion de l'apprentissage en milieu professionnel, Community-Based Education, où les étudiants de Ilorin au Nigeria passent plusieurs mois d'abord sur le terrain pour identifier cette physiologie et anatomie de la population qu'ils vont avoir à servir. Et à partir de ce moment-là, la pertinence du programme devrait découler. Malheureusement, c'est pas si simple parce que les professeurs, eux, ont tendance à toujours vouloir continuer de faire ce qu'ils faisaient, et venait à ce moment-là le problème de la formation pédagogique des enseignants, qui est devenu un point fondamental aussi. D'où l'insistance de Kennan de créer des centres régionaux de formation pédagogique des enseignants. Et ceci a été fait à travers toute l'Afrique, du moins dans 2 centres régionaux, puis ça a été étendu à des centres nationaux. Alors, reprenons les choses où on les a laissées tout à l'heure. Donc, le CUS de Yaoundé se met en route, et vous regardez un peu comment ça se passe. Par ailleurs, vous parcourez les autres établissements de formation en Afrique. Et comment alors tout ça a évolué dans les années 70 et après? Alors, je suis parti, moi, du bureau régional en 71. De façon à ce que j'ai l'air sérieux, on m'a forcé à faire un PhD d'éducation aux États-Unis, de façon à ce que les gens ne puissent pas dire celui-là d'où il sort, c'est pas il n'y connaît rien en pédagogie. Alors bon, puisqu'on croyait qu'un diplôme ça me rendait compétent, j'ai passé ce diplôme, j'ai eu mon PhD, puis j'ai été nommé à Genève. Et à ce moment-là, j'ai vu continuer de se développer en Afrique. Il y a eu d'autres centres universitaires de sciences de la santé. Le mot santé continuait de rester à l'époque, et l'effort qui était fait, qui a continué d'être fait par Kennan et par ses successeurs, a continué de vouloir être, d'avoir une situation adaptée à la situation locale. Mais quand on regarde ce qui se passe, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore une grande résistance des enseignants qui ont toujours une inquiétude à ce que, lorsqu'on leur dit les étudiants doivent être les architectes de leur propre formation, l'enseignant qui n'a pas été formé à ce type de pédagogie a l'impression qu'il perd le pouvoir. Et c'est une situation déstabilisante pour lui. Et d'où le résultat, et il résiste à ce changement. Et on est encore dans une phase transitoire, il y a beaucoup à faire. J'ai appris la patience en Afrique, moi je croyais à des plans de 5 ans, comme à l'OMS, j'ai appris à vivre avec des générations. 25 ans, si on se dit on a fait un peu quelque chose en 25 ans, ben on n'a pas l'impression d'avoir honte d'avoir été payé grassement pendant la période de fonctionnaire international. Alors, il y a un point que vous avez fait allusion. Attends, je peux lui dire bonjour? Oui. Salut, vous reconnaissez ça? C'est ça, bon. J'avais vu ton nom, j'ai dit, mais tu habites dans ma case. Oui, ouais. Tu étais. Mais alors, non. C'est ça qu'on prend devant. Comment il est arrivé, ça c'est toi qui es l'occupant maintenant. Oh bah dis donc, parce que tu as déserté. Qu'est-ce que je peux faire? C'est Dalmeda qui m'a dit que tu étais là. Je dis comment il revient au Et alors j'ai dit, je vais aller te voir dans ton bureau pour au moins, je savais qu'on viendrait prendre des photos, je voulais pas que tu aies l'impression qu'on venait au zoo. Ah mais bon, j'ai vu, j'ai canon, j'ai dit, mais celui-là je le vois de travers. Mais ce qui peut être. Non. Et voilà. Et voilà. Ah bah je t'ai vu, Je suis revenu à la source. On va boire un pot après. D'accord? On finit notre boulot. Maintenant ou... Tout de suite, non là. Oui, on Hein? combien de temps? 10-15 minutes là. On ne pas 15, non, prenez 10. Il est fatigué, non? Non, Non, il paye. je paye grassement, non pas grassement, mais il est là pour... À tout de suite. Je travaille avec les blancs, maintenant je fais la sieste. Voilà. Ah ben alors après la sieste, alors je sais pas, à 5 heures. Plus là. Oh non. Bah alors que vous voulez. Non, moi je suis à votre 10 minutes, disposition. un quart d'heure. Hein. 10 minutes. D'accord. 10 minutes. Je vous attends. Alors, justement, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est que, bon, le Gilbert, comme on dit, s'est associé, au fond, à, on dit oui, les objectifs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'association de mots, et
la réalité est que c'est vrai, je dirais, la notion d'objectif a contaminé un certain nombre de programmes, et pas uniquement ici, mais dans beaucoup de continents, dans d'autres continents, on trouve des documents très bien rédigés, gros comme ça, avec au départ les objectifs institutionnels, etc. Et ces documents, quand on les voit, on se dit, ils ont d'ailleurs souvent une date qui est justement, disons, des années entre 70 et 80, ils nous mettent en appétit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? Ben, on découvre que c'est, comme toujours dans la vie, un peu plus complexe que ça. Alors on a associé mon nom avec la notion d'objectif, et puis on s'est arrêté là. Alors on dit, mais c'est beaucoup bien autre chose, et Guilbert, il n'y a que les objectifs. Alors non, ou du moins, il y a les objectifs à condition qu'ils aient certaines qualités. Et pertinence par rapport aux problèmes prioritaires de santé. Et à l'intermédiaire entre les problèmes de santé et les objectifs éducationnels, il y a ce que j'appelle le profil professionnel, j'ai retrouvé des documents de Brazzaville de 68, dans lesquels je demande dans les différentes universités, et dans les différents ministères, donnez-nous le profil professionnel du type de personnel que vous voulez former. Et à ce moment-là, si on construit un objectif éducationnel mesurable, eh bien, on mesure quelque chose qui est pertinent. Mais malheureusement, on a eu deux échecs. L'un, les objectifs qui étaient définis, ça avait été des objectifs que les profs faisaient eux-mêmes définir pour continuer d'enseigner ce qu'ils avaient toujours enseigné. Et ils ont réutilisé le travesti de l'objectif pour continuer d'enseigner leur discipline au lieu de partir de profil professionnel. Lorsqu'on lisait les programmes, on avait l'impression que ça avait été écrit par quelqu'un d'autre. Et j'ai le souvenir que Kenom m'a envoyé ça à l'hologramme par la même personne. Et on avait une cible dans le programme, c'était le programme traditionnel. Il a dit que c'est une techno, pas en doute leur qualité, elles sont élevées, on le voit bien par les publications. Auquel je fais référence, c'est peut-être même ce que vous êtes en train de décrire là. Finalement, est-ce que vous avez l'impression que c'est simplement parce que les enseignants